Salut les footeux, bienvenue dans Les Pieds Carrés, le nouveau podcast d'Antenne Centre. Ici, évidemment, les génies de la tactique sont présents avec nous. Ici, c'est la mauvaise foi, des tacles gratuits, des analyses très approximatives. On ne se reprend pas au sérieux dans Les Pieds Carrés. Et donc, on va vous retrouver tous les 15 jours, une émission qui sera disponible sur YouTube pour vous en faire tout simplement une idée. La première compo du jour, Adrien Mouchet. Salut Adrien, de la rédaction sportive, grand fan de Brighton. Tout à fait, oui. Ça va pour l'instant ? Ça va, on vient de battre Manchester City, donc à partir de là, c'est pour ça que je pose la question. À ma gauche, Romain Renier, grand fan de l'Union Saint-Gilloise. Il est né à l'Union en fait, c'est ça ? Oui, et pourtant c'est pas un maillot de l'Union que je porte aujourd'hui. Mais c'est lui de la Roma. Donc voilà pour les choix. Et alors un invité de prestige aujourd'hui pour cette première. On va remercier déjà Nicolas Laforge d'avoir répondu très sympathiquement à notre invitation. Ça va Nicolas ? Ça va très bien. Bonjour à tous. C'est parti, donc tu vas vraiment essuyer les plâtres aujourd'hui. On va essayer. Tu prends des risques peut-être. Oh, mais ça c'est pas grave. Donc pour vous le présenter, on n'a plus besoin de vous le présenter. Nicolas Laforge, 38 ans, arbitre international. On peut. Oh, plus maintenant, mais j'ai été par le passé international, donc maintenant je suis majoritairement focus sur la division 1. Donc, affilié au FC Ronquière, c'est bien ça, Nicolas. Combien de matchs pro à ton actif là aujourd'hui, avant la reprise ? Au total, en tant qu'arbitre, on va être plus ou moins sur 300. En 300 division 1. Ah, ça commence et 600 au total. Ça commence à bien chiffrer. Donc, n'hésitez pas à intervenir, les garçons. On va d'abord s'intéresser à Nicolas qui a bien voulu libérer de son temps pour venir discuter avec nous. Voilà, 4-5 questions, Nicolas, avec un joker. Pas de souci. Ça va ? Ok. On va essayer de ne pas l'utiliser. Tu es bien préparé. Donc, j'ai essayé de faire un questionnaire qui fait que tu vas devoir utiliser un joker. Et donc, il y aura une question derrière qui sera... Donc, on verra. Alors, le stade belge le plus compliqué, le plus hostile pour un arbitre en Belgique ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas de stade compliqué. Il y a toujours une ambiance qui est derrière et une pression qui est mise par les supporters. Après, je ne dirais pas un stade compliqué. Par exemple, je sais bien qu'à Bruges ou parfois même à Anvers, voilà, les supporters sont assez fanatiques et ça va mettre la pression sur l'arbitre. Mais il ne faut pas oublier que l'arbitre principal, c'est à lui aussi à gérer ses émotions, c'est à lui à gérer tout ce qui est externe à ce qui peut se passer sur le terrain. Et majoritairement, c'est mon cas. Moi, quand je rentre sur le terrain, qu'il y ait 30, 40, que ce soit à Bruges, à Saint-Tron, à la Louvière ou partout ailleurs, je suis dans ma bulle, je regarde que ce qui se passe sur le terrain. L'extérieur en soi n'influe pas sur mes décisions. Ah tu vois, j'avais mal préjugé parce que j'étais persuadé que tu allais me sortir le joker sur cette question-là. Le joueur le plus difficile à gérer, allez, on était gentil, en activité ou pas ? Je pense que chaque joueur a... j'ai pas de nom vraiment à te donner, donc au pire, je peux utiliser mon joker parce que, voilà, j'ai pas envie de donner de nom, mais je pense que chaque joueur a sa personnalité, ses particularités. Et donc, en fonction, il faut aussi pouvoir connaître tous les joueurs, pouvoir, avant le début du match, savoir qui va être le plus embêtant sur le terrain. Il y a toujours chez nous de la préparation avant les matchs. Et donc, on essaye de savoir qui sont les key players chez nous, quels sont ceux qui risquent de venir rouspéter ou de venir nous embêter lorsqu'on prend des décisions sur le terrain. Donc après, j'ai pas de nom, mais voilà... Encore bien répondu, Nicolas, franchement. Alors, on sait que tu suis assidûment les Diables Rouges. Quel est ton Diable Rouge préféré, en activité ou pas encore ? Moi, je trouve que Kevin De Bruyne est pour moi l'un des meilleurs. Maintenant, ici, avec la mise en place du nouvel entraîneur, de Rudy Garcia, je trouve qu'il commence à reprendre un petit peu... on va dire, de son blason en étant un patron sur le terrain, en essayant d'aider au maximum cette jeune génération qui en a besoin et qui doit aussi, parce que je trouve qu'il y a du potentiel dans nos jeunes joueurs au niveau des Diables Rouges et il faut pouvoir les aider à monter cette étape, à avancer dans des grands rendez-vous. Parce que pour l'instant, on gagne contre le Kazakhstan, on gagne contre le Liechtenstein, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir avoir un match de référence contre une grande équipe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France ou autre.
ce qui nous manque un petit peu. On n'est pas souvent là, on va dire, au grand rendez-vous. Cet argument-là revient souvent quand on parle des Diables Rouges. En tant qu'ex-gardien, puisqu'on a appris par les articles de presse il y a quelques semaines que tu as été gardien de but, la nouvelle règle des 8 secondes, facile à appliquer, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, facile à appliquer. Pour nous, et pour les gardiens, il faut aussi pouvoir... je me rends compte qu'on n'arrive jamais à la fin des 8 secondes parce que ils ont très rapidement relancé le ballon. Donc c'est qu'ils l'ont intégré déjà. Voilà, qu'ils l'ont assez facilement intégré. Maintenant, il faut regarder si cette règle va être tenue sur la longueur parce que je sais que bien souvent, au début de saison, on fait attention à ça, y compris les arbitres, y compris pour les entraîneurs ou les gardiens. Il faut pouvoir garder cette vigilance tout au long de la saison, ce qui parfois n'est pas toujours évident pour les gardiens ou pour les arbitres. Avant, on parlait de la règle des 6 secondes. Enfin, dans des années, on a dit le gardien a 6 secondes pour dégager. Franchement, dans ta carrière, tu as déjà sifflé pour plus de 6 secondes. J'ai sifflé une fois, je pense, mais c'est parce qu'il avait gardé 15 secondes le ballon. Donc, à un moment donné, cette règle. Factuellement, oui. Parce que c'était jamais respecté. C'était un coup franc indirect à ce moment-là, mais c'est toujours difficile. C'était difficile d'application parce que bien souvent, le gardien était dans son petit rectangle et donner un coup franc indirect dans le petit rectangle, on sait la difficulté à mettre tout le monde parce que tout le monde devrait être, si c'est dans le petit rectangle, sur la ligne de but. Et donc, il faut que personne n'avance avant. C'est assez compliqué à pouvoir mettre en œuvre. Quand on est vraiment sur le terrain. Maintenant, c'est corner, compliqué. Maintenant, c'est corner, oui. Dernière question dans la même lignée, en quelque sorte. Est-ce que tu as une idée pour mettre fin à ce cirque de perdre du temps sur un terrain de football que les joueurs font volontairement, clairement? Moi, j'ai 2 petites idées. Pourquoi on n'arrêterait pas le chrono quand il y a un staff médical qui intervient et pour les changements? Ça réglerait les choses, non? Ouais, je trouve. Après, on essaye ici de tenir compte de chaque temps perdu. Donc, normalement, si déjà pour chaque goal marqué, on regarde le temps pris et on le réadditionne à la fin. C'est pour ça que parfois, on se retrouve avec des 7, des 8, des 9 minutes. Il y a le VAR qui est là aussi. Mais on essaye vraiment de tenir compte de chaque moment stoppé pour une blessure, pour un changement ou autre. Moi, je trouve que cette règle des 8 secondes pour le gardien est déjà très bien parce que ça nous permet aussi d'avoir plus rapidement le jeu qui repart en contre-attaque. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que les coups de pied de but, on gagne de plus en plus de temps aussi sur les coups de pied de but. Et donc, il y a soit on fait les 8 secondes, mais alors on fait tout. Les 8 secondes pour dérentrer en touche, pour pouvoir jouer le corner. Comme au futsal. Comme au futsal. On a un certain temps pour pouvoir jouer le ballon. Ou on arrête le chrono. Mais alors à ce moment-là, il faudrait avoir quelqu'un qui soit officiel, qui ait le chrono du stade non-stop et qui puisse à chaque fois... C'est ce qui se passe en NBA. Voilà. Ouais, ça... Eh bien, Nicolas, félicitations, pas de joker utilisé. Non, voilà. Allez, première rubrique dans l'émission. La rubrique Tout le monde en parle. Allez, tout le monde en parle. Évidemment, on profite de la présence de Nicolas Laforge pour revenir sur cette polémique, effectivement, qui a eu lieu lors du derby, Charleroi. Tout s'est bien passé finalement, mais je me trompe dans la conduite. D'ailleurs, j'ai été déjà un tout petit peu plus loin. Ce sera aussi dans l'actualité des clubs. On va d'abord parler des Diables Rouges, évidemment. On est au lendemain de 2 matchs internationaux. Nicolas, dans un article, tu disais je ne supporte aucune équipe. Évidemment, je suis supporter des Diables Rouges. Donc, on en parlait un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de la version actuelle? Le coach, chouette profil. Ouais, je trouve que pour l'instant, il a fait, on va dire, ses maladresses au début, mais je trouve que petit à petit, il a su aussi récupérer une équipe des Diables Rouges qui était un peu en perte de vitesse avec beaucoup de soucis, principalement d'ordre vestiaire entre des vedettes et autres. Et je pense que petit à petit, il a su aussi trouver sa façon de travailler. En ayant petit à petit les résultats, peut-être pas au début, mais voilà, je pense que ici les 2 équipes que j'ai vues contre le Liechtenstein ou contre le Kazakhstan m'ont bien plu offensivement parce que je trouvais qu'avant on était très pauvre offensivement. On en avait toujours la balle, mais au final, on n'arrivait pas réellement à pouvoir se créer suffisamment d'opportunités ou d'accélérer le jeu quand c'était nécessaire. Maintenant, ici, avec cette nouvelle mouture ici des 2 derniers matchs, voilà, c'est assez intéressant. Maintenant, voilà, ça reste le Liechtenstein, le Kazakhstan. Et comme je dis, c'est dans des matchs de plus haut niveau, contre des plus grosses cylindrées, comme l'Allemagne, contre la France, contre les Pays-Bas ou même d'autres,
qu'on pourra vraiment voir si allez, on va dire, la team Garcia fonctionnera ou pas. Bon, en tout cas, il ne faut pas s'emballer effectivement parce que les adversaires, voilà, ils étaient ce qu'ils étaient, il faut les respecter aussi. Mais les garçons, des diables sérieux, impliqués, Oui. appliqués, je trouve. Ça travaille à l'entraînement aussi. On a vu, notamment sur les corners, les phases arrêtées, beaucoup de combinaisons différentes. Maintenant, c'est clair que c'était que le Kazakhstan et le Liechtenstein et que pour moi, il y a toujours cette question du numéro 9 qui pose problème depuis des années. En fait, s'il n'y a pas Lukaku, on a un gros problème pour faire jouer, pour faire marquer notre numéro 9. C'est pas normal que sur 12 buts marqués, aucun des buts n'ait été marqué par l'attaquant de pointe de l'équipe. Et donc, ce sera toujours c'est un des gros chantiers, je pense, de Rudy Garcia. Bon, en plus de la défense, ça on le sait. Mais c'est de réussir à trouver un système qui va intégrer un remplaçant de Lukaku parce que là il est blessé 3 mois, Romelu. Rien nous dit qu'au mois de juin il ne sera pas blessé à nouveau, et si on arrive sans 9 capable de marquer en Coupe du Monde, ça n'ira pas. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit trouver une solution à ce poste-là. Openda, ça marche pas, mais ça, je pense qu'il a grillé ses dernières cartouches ici lors du dernier rassemblement, du match au Liechtenstein. De Ketelaar, c'est pas mal dans le jeu. Maintenant, contre une équipe qui va être bien organisée derrière, ça va être très compliqué pour lui de trouver des espaces. Et on l'a vu notamment sur un ou deux centres, il pas capable de plonger dans la surface. C'est pas un numéro 9. C'est pas un numéro 9, c'est un faux 9, c'est pour ça qu'on l'appelle le faux 9, sinon ce serait le vrai 9. Et donc voilà, je pense que c'est vrai, je pense qu'on a un gros problème si Lukaku est blessé. En même temps, on a de la richesse. Oui, on a de la richesse, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce qui m'a beaucoup plu Profil différent. dans ces deux matchs, c'est de voir beaucoup de joueurs qui n'ont pas spécialement énormément de temps de jeu chez les Diables pouvoir s'exprimer. J'ai bien aimé voir Salemaker, j'ai bien aimé voir Malik Fofana. On le sait, comme tu l'as dit, Adri, c'est vrai que la position de l'attaquant de pointe, ça va faire débat. Il va falloir trouver différents profils. Moi, j'aurais bien voulu voir quand même un petit Michi monter dans le courant de ces deux matchs. Ça n'a pas été le cas. Openda, c'était compliqué, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il a grillé toutes ses cartouches. Contre un bloc bas, c'est compliqué. Contre un bloc bas, c'est difficile. Et puis, Lukaku, il marquait contre le bloc bas. Oui, mais c'est deux profils de joueurs totalement différents. Et on va voir ce que Openda, on va voir sa possibilité, sa capacité de s'adapter. Maintenant, il va découvrir un nouveau championnat aussi. Il va jouer contre différents types de défense, différentes tactiques. Il faut voir avec le temps comment il va s'adapter. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est voir les nouveaux visages, les visages qu'on a moins l'habitude de voir. Et surtout, j'ai bien aimé Tielemans dans son nouveau statut, son nouveau rôle. Perso, je ne sais pas si c'est une bonne idée. On savait qu'on allait jouer contre des blocs bas. J'aurais rappelé Benteke, juste pour tester. C'est le profil qui aurait peut-être pu convenir à ce genre d'adversaire, non ? Peut-être, ouais, peut-être. Maintenant, je pense que surtout qu'en Belgique, on ne se rend pas assez compte de la chance qu'on a d'avoir encore Romelu Lukaku. Je disais hier que Memphis Depay, avec une 50aine de buts, 53 buts, je pense que c'était devenu le meilleur buteur de l'histoire des Pays-Bas. Bon, c'est un pays qui a eu quelques bons attaquants, hein. Bof. Ouais, non, mais c'est 53 buts. Romelu, il est quoi ? Il est à 90, là, plus ou moins. 89. Et c'est-à-dire qu'il a quasiment marqué le double des buts du meilleur buteur des Pays-Bas. Donc, encore une fois, ça reste la meilleure solution devant, mais comme tu le dis, il n'est pas immortel. Des blessures, il va encore y en avoir, probablement. Plus il de finir en Anderlecht, donc là, ça va être compliqué pour lui. Oui, il va falloir clairement trouver de nouveaux profils. Ça, c'est une certitude. Nicolas, un avis là-dessus, si tu as envie de t'exprimer ou pas, hein. Je pense que Lukaku, petit à petit, commence à avoir malheureusement ses petits problèmes. Mais l'âge, en même temps, puis il y a un footballeur professionnel qui a quand même énormément fait de matchs durant la saison dernière et même avant. Donc il faut pouvoir essayer de le remplacer. Comme vous discutiez tout à l'heure, l'objectif c'est de pouvoir le remplacer. C'est vrai qu'actuellement, je ne vois pas quelqu'un qui puisse vraiment remplacer Lukaku à 100%, mais avec les équipes ici qu'on a pu voir, au niveau offensif, c'était intéressant. Ça ne reste pas comme si on avait Lukaku devant, mais contre des équipes comme le Liechtenstein s'est passé. On verra en fonction de l'absence. Ici, il y a déjà un match important au mois d'octobre contre la Macédoine. Donc à eux de montrer aussi ce qu'ils peuvent montrer sur le terrain, quoi. Dernière chose par rapport aux Diables, on n'a pas de stade pour les Diables. Non. Est-ce que moi j'aime bien l'idée de voyager, moi j'aime bien aussi. Comme l'équipe de France le fait aussi souvent. C'est jamais très loin en Belgique en plus, oui, donc c'est l'avantage. Les joueurs sont assez partisans de cette solution-là aussi. On l'a entendu à l'interview hier, Kevin De Bruyne, il préfère jouer dans un lotopark presque rempli où les supporters sont proches, où il y a de l'ambiance, contre un Stade Roi Baudouin où même quand il est plein, tout le monde est loin. Ouais. Oui, et en plus, je pense que pour tous ces. On a quand même beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Pour beaucoup de ces joueurs, retourner jouer dans le stade dans lequel ils ont éclaté, explosé, je pense que ça leur fait
vraiment plaisir. On l'a vu hier avec Ça devait être avec Doku particulier, ouais. notamment. Ouais. Pour Bah, ça, ça, le je pense- Makers, Doku, Tielemans. Ouais, je pense que ça leur fait plaisir et peut-être que ça rajoutera ce pourcentage de motivation en plus. On joue souvent devant la famille Comme- aussi dans ces cas-là. Donc, Comme pour De Bruyne à Genk ou. ouais, voilà. au standard, Ouais. Raskin a dit hier qu'il aimerait bien marquer Bah oui. à Sclessin. Donc, Le seul petit point qui peut peut-être être un aspect négatif, c'est que forcément, si on voyage dans tous les stades de Belgique, il y aura moins de place. Alors pour le moment, au stade Roi-Baudouin, si la cote de popularité des Diables remonte, s'ils continuent sur les bons résultats, ça va se re-remplir. il faut des affiches aussi. Hein, c'est Si toujours on va un dans problème, hein. les clubs du championnat belge, il y aura moins de place pour aller voir les Diables. Après, quel est l'objectif? Est-ce que c'est mieux d'avoir moins de place, mais avoir une ambiance qui soit porteuse pour les joueurs qui sont sur le terrain, ou avoir un stade rempli qui va rapporter de l'argent Ça, à en la tant que fédération? supporter, je suis tout à fait Tu penses d'accord. pas pour Après, la fédération, c'est ce que hein, j'allais Nicolas, dire. toi Nous, en tant que supporters, forcément, on partage cet avis-là du côté de la fédération. Oui, il y aura plus d'ambiance, il y aura moins de rentrées. Nicolas, la proximité du public, ça influe. Bah, ça joue surtout sur la motivation aussi des joueurs. Moi, je pense réellement, quand on est sur un score de 2-3 et qu'on a un stade qui est rempli et qui donne une ferveur importante, autre que malheureusement au stade Roi-Baudouin, parce qu'il y a la piste qui empêche un petit peu cette atmosphère d'être vraiment Chaudron, quoi. au niveau du stade Roi-Baudouin. Voilà, parfois c'est pas un avantage d'être au stade Roi-Baudouin. Mais je pense qu'on se sauve contre l'Ukraine en Ligue des Nations grâce au stade de Genk, hein, je pense. Je pense qu'à ce moment-là, ça a poussé beaucoup. Quand les buts commencent à tomber, ça a bien poussé et à mon avis, ça a joué sur le résultat final. Apparemment, ça a joué. Ça a joué, effectivement. Donc, C'est ce que tout le monde a dit, en tout cas. la question n'est pas bête à poser, en tous les cas. Voilà pour les Diables Rouges, donc. Deuxième rubrique des pieds carrés, l'actualité de nos clubs. Évidemment, on va passer en revue de pratiquement toutes les divisions. Allez, évidemment, on va commencer par la râle, bien sûr. 4 sur 18, les garçons. Comme Zulte Waregem, d'ailleurs, hein, au passage. Souvenez-vous, Taquin qui disait finalement, les champions, c'est quand même nous. 6 matchs, 1 victoire, 1 nul, 4 défaites, 4 buts pour, 8 buts contre et surtout 4 buts. Non 4 CSC surtout. 3 CSC sur les 4 buts. 3 goals sur les 4 buts qui sont des autogols. 3 sur les 4, c'est interpellant. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut un buteur? Est-ce qu'il manque un buteur? La râle en a un, a priori. Après, il faut voir à quoi ressemblent les CSC aussi. C'est pas non plus des buts Ouais. de casquette, c'est à chaque Non, fois c'est vrai. la Louvière qui va chercher le goal. Et de toute façon, s'il n'y a pas le CSC, derrière, il y a un attaquant. Donc je pense qu'il faut relativiser. Bon, de toute façon, 4 buts, c'est pas assez. Hein. Autant de matchs, c'est On est pas bien assez. d'accord. Mais pour moi, les CSC, c'est anecdotique, ça fait rire tout le monde, ça fait rire les observateurs. Mais au final, à chaque fois, il y avait un joueur louvérois derrière. On peut pas dire non plus que c'est le gardien qui a pris le ballon et qui a tiré dans son goal. Hein. On Donc, est bien d'accord, Je suis Adrien. d'accord, c'est drôle pour les vannes. Voilà, C'est qui c'est- le meilleur buteur de ton équipe? C'est l'adversaire. c'est- Effectivement, C'est ça c'est reste- le meilleur buteur de la ça râle. reste oui. comique, mais je pense qu'au niveau des résultats, les supporters, les joueurs, ceux qui sont toujours là, ont eu l'habitude de gagner tous les ans, de tout de suite jouer le haut. La D1A, c'est une autre division, c'est un autre niveau. Il faut laisser le temps au club aussi de s'adapter, aux joueurs de s'adapter. Et il y a eu encore pas mal de remue-ménage aussi en coulisses. Hein. On ne savait pas qui allait rester, qui allait partir. Il y a certains gros On sait toujours dossiers, pas, à on l'heure ne sait actuelle. toujours pas. Hein. Ouais. Donc non, je pense qu'il faut juste laisser le temps parce qu'on le voit sur les publications du club, sur les réseaux sociaux. Il y a tout de suite des supporters qui sont en train de dire on n'a pas le noyau, on n'a pas l'effectif pour rester en D1, on va redescendre. Non, il faut laisser le temps au club de s'adapter, mais clairement, comme l'ont dit les dirigeants et comme l'a dit Nicolas Froutos, je pense qu'il a été très lucide là-dessus. Il ne faut pas s'attendre à un top 10 dès la première saison. S'ils finissent 13e, 14e cette année, ça sera déjà très bien. Puis il faut laisser le temps aussi. Hein. L'air de rien, c'est une division au-dessus. C'est il y a plus d'intensité, plus de vitesse dans le jeu aussi. Et la Encore une VAR. fois, Voilà. et c'est pas mauvais sur le terrain pour autant. Il y a eu des matchs où c'était moins bon, mais Ils ont raté leur entrée. Leurs 2 premiers matchs étaient vraiment pas bons et c'est quand même mieux parce depuis. que Saint-Tron, c'est pas de chance, c'est une défaite. Malines, c'est pas de chance aussi, mais sur le terrain, c'était pas mauvais. Non, Bah, ils auraient pu revendiquer un point. Justement, à propos de ces matchs-là, qu'est-ce qui se passe dans les fins de rencontre des Loups? Ils ont perdu un paquet de points après la 85e, alors que Nicolas Froutos expliquait justement que l'an passé, c'était l'inverse. Ouais. Donc voilà, il se passe quoi? C'est de la concentration? C'est l'apprentissage de la Je D1? pense que c'est l'apprentissage aussi de la D1. Malheureusement, enfin, la différence entre la D1B et la D1A est quand même assez importante. Il y a aussi une pression supplémentaire. Bon, il y a quand même plus de caméras aussi sur le terrain. Il y a la VAR qui est présente aussi. Tout ça fait que physiquement aussi, on est dans des dépenses physiques beaucoup plus importantes qu'en D1B. Donc, moi, je pense que parfois, c'est un manque de lucidité dans la fin de match
lié peut-être physiquement à une perte physique par rapport à l'autre équipe. En D1, il faut jouer jusqu'à la toute dernière seconde. Quoi. Il y a des arrêts de jeu et il faut jouer jusqu'au dernier moment parce que chaque petite erreur peut se payer cash. C'est comme nos clubs quand ils vont en Champions League. On a 3 opportunités pour marquer, on marque pas. Et l'autre équipe a une seule opportunité, elle marque et c'est comme ça qu'on perd. Et ça a été malheureusement le cas de plusieurs clubs belges il y a quelques années en Champions League. Ils ont eu 3-4 occasions pour pouvoir marquer, de faire 1-2-0 et pas de bol. L'autre équipe sur un seul contre va marquer. Ça commence à changer avec Bruges. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, Bruges est devenu l'équipe d'envergure européenne. Mais on verra l'Union. On verra l'Union cette année-ci. On l'a vu en Europa League, c'était très bien. Non, mais avec l'Union, il y a ce problème de Belge sur la feuille de match. Mais oui, donc là aussi, il y a des arrivées de dernière minute. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Louis Patrice. Il y a Rob Schoofs. Oui, il faut aller chercher des joueurs belges. C'est interpellant, quand même. C'est un problème qu'à la RAL aussi. De toute façon, il n'y a rien à faire. Un joueur français, il va être toujours moins cher. À l'heure actuelle, c'est impayable pour la RAL de prendre un joueur belge de 22 ans. Par contre, un joueur français de 22 ans, c'est possible. Et la RAL n'est pas intéressée par les profils plus expérimentés. Ouais. Donc voilà, le choix, il est clair. Frédéric Taquin, d'ailleurs, avait répondu à nos questions il y a quelques jours en disant un joueur belge de 20 ans, je ne peux pas le payer. Donc, parce qu'il y a un très bel exemple qui illustre ce que tu viens de dire, Adrien. Tu te rappelles, pendant le mercato, on disait Léonie sur le départ, pourquoi pas à la RAL. Finalement, il finit en Ligue 2. Ouais, il est à Reims, sauf que Reims, il va toucher... je sais pas, je dis au hasard, mais 5 fois plus que c'est pas plus que ce qu'il touche. De toute façon, Nicolas Frutos a vite éteint cette rumeur parce que Léonie vient d'Anderlecht, impayable pour la RAL, de toute façon, qui gère tellement bien ses finances. Mais ça illustre bien l'exemple, d'autant plus que le montant du transfert n'est pas si élevé que ça. Ouais. Mais oui, tout l'aspect salarial. Un joueur belge de moins de 25 ans, déjà avec une centaine de matchs en D1, comme aurait rêvé, je pense, Frédéric Taquin, c'est pas payable à l'heure actuelle. Voilà, c'est l'offre et la demande. En France, il y a tellement de joueurs professionnels bien formés qu'il y a moins de clubs, quoi. Donc les joueurs français font peut-être plus d'efforts financiers pour être sûr d'avoir un employeur. Les Belges, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Pour la Coupe d'Europe, il faut des Belges sur la feuille de match. Donc voilà, c'est compliqué. Le vivier français, on y revient. Donc on a l'impression qu'il est inépuisable, même en descendant de division. Mais si la RAL va être achetée en national, en grande majorité ses joueurs. Donc on n'imagine pas combien de bons joueurs français il y a, quoi. Le terrain synthétique, Nicolas, tu l'as pratiqué, celui de l'Easy Arena. Fred Taquin nous expliquait ici, il y a quelques jours sur nos antennes, que ça devenait tout doucement un avantage parce que, évidemment, ils connaissent de mieux en mieux la surface. Pour vous, arbitre, ça change quelque chose ? Pour nous, ça change pas grand-chose parce que nous, voilà, on joue pas au football, donc on court derrière, mais inconsciemment, il faut aussi se préparer à l'autre équipe. Le ballon va plus vite. Le ballon va plus vite, mais en même temps, ça va, niveau articulation. Au niveau des genoux, c'est un genou, Nicolas. C'est pas les mêmes à-coups quand même. Ouais, voilà, c'est pas toujours la même chose. Maintenant ici, ils ont changé un petit peu, c'est du liège, et du bouchon de liège qu'ils mettent. Mais avant, c'était des pneus de la récupération de pneus, le caoutchouc comme ça, c'était moins, alors on va dire moins rebondissant. Ici, c'est quand même un peu plus rebondissant et mieux pour les genoux, je trouve. Maintenant, nous, par exemple, quand on allait à Saint-Tron, qui est encore un autre synthétique, on savait qu'il fallait faire attention parce que Saint-Tron était l'équipe qui allait pousser rapidement les 15 premières minutes. Pourquoi ? Parce que l'équipe adverse devait légèrement s'adapter, le temps d'adaptation. Et pendant ces 15 premières minutes, on sait que l'équipe va mettre la pression pour essayer de mettre en défaut la défense ou le milieu pour pouvoir avoir leurs propres occasions. Donc, nous, c'est une façon de se préparer qui est différente. Maintenant, c'est sûr que... on préfère toujours le terrain normal parce que ce soit pour le ballon, que ce soit pour même le contrôle de balle ou les articulations de tous les joueurs, c'est toujours préférable. En tout cas, moi j'ai des ex-pros qui m'ont dit que malheureusement on ne peut plus tacler sur les terrains synthétiques parce qu'on se brûle complètement. Bon, après, c'est pas l'ancienne génération, mais moi je trouve encore. Ici, on s'entraîne à Tubize sur les synthétiques, un peu comme à la RAL. Voilà, on peut faire des tacles sans vraiment avoir la rose ou pas aussi. Oui, voilà, c'est ça aussi. Mais, moi, je trouve que la rosée, c'est aussi important parce que ça permet aussi
d'éviter qu'il y ait des gros paquets, on va dire, de bouchons de liège qui soient là, qui font peut-être mal à ce moment-là. Mais un tacle, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Il faut demander à Adri, professionnel. C'est pas toi le boucher Louviérois? Le boucher, j'étais gardien aussi, moi. Donc, mais par contre, je joue en pantalon long sur synthétique. Pour les gardiens aussi, ça doit brûler quand même. Mais pour la petite anecdote, Fataka nous disait qu'Alizé Arena, ils sont dépendants d'une cuve en fait pour arroser le terrain, et s'il pleut pas, le terrain il n'est pas arrosé quoi. Donc ça, j'ai jamais taclé sur un synthétique avec du bouchon liège, mais vous vous rappelez l'année passée, je suis pas sûr que tu sois au courant Nico, mais quand il y a eu les fortes pluies à Soigny, comment tout le bouchon est remonté en surface et qu'ils ont dû trouver une solution. Je sais pas en quoi c'est mieux d'avoir ce type de synthétique-là que le synthétique ancien avec le caoutchouc, mais ça, par contre, c'est vrai que ça a arraché. On va faire confiance aux gens professionnels, parce que là, moi non plus, je ne vais pas te répondre, là, franchement. Cette émission, elle est intéressante, parce qu'on est collègues de bureau. Romain, je t'avais jamais entendu parler de tacle et de jeu. Parce que tu m'as jamais demandé. Tu as joué au foot? Bien sûr que j'ai joué au foot. On a tous un Boucher petit peu. sonésien. On a tous joué un petit peu au foot. Alors, par rapport à la RAL, pour terminer, on va passer aux autres équipes. Je crois qu'on arrive à un moment clé déjà de la saison, un moment important. On passera peut-être le match contre le club de Bruges qui arrive. Mais voilà, Quoique. Déplacement à OHL. L'Union a perdu des points. Ok, mais bon, ça reste Bruges, voilà, a priori. Voilà. Mais évidemment, on croise les doigts pour les loups, bien entendu. Donc, OHL qui arrive, Dender, 2 matchs en déplacement. Visite de Zoeterwoude et visite de Westerlo. C'est un premier moment clé, ça, les garçons? Moi, je pense que c'est un bloc important pour la RAL, pour pouvoir se sortir aussi de cette zone un peu rouge. Et puis, ce sont des concurrents directs pour les places au fond de classement. Donc, à moins qu'il y ait du changement dans ces équipes dans les derniers jours pour le mercato. Mais pour l'instant, Zulte-Waregem, Dender, Westerlo, voilà. S'ils veulent évoluer dans le classement et déjà prendre un petit peu d'air, c'est des points importants à prendre. Non, parce qu'à décharge du club, franchement, le calendrier, le début de calendrier était excitant, évidemment, puisque nouvelle aventure de Division 1, voilà. Mais c'était pas facile. C'est le tranchant. C'est où tu montres dès le départ que tu es prêt, ou aussi avec un peu de chance. Tout le monde ne peut pas faire le même parcours que l'Union après sa remontée. N'est-ce pas, M. Moucher? Pas avec les mêmes moyens, en tout cas. Non, mais c'est à double tranchant. Oui, pour les supporters, c'est tout de suite magnifique. C'est des belles affiches, c'est tout de suite des grosses cylindrées. Mais sportivement, c'est à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Et donc là, clairement, c'est le moment de prendre des points. Et c'est surtout le moment au patron de l'équipe et aux différentes individualités de se montrer, de commencer à marquer, de mettre un nom sur le buteur louviérois de la saison. En tout cas, but ou pas, il faudra capitaliser au niveau des points, Adrien. Oui et non, parce que moi, cette saison-ci, je pense que la RAL ne doit pas se mettre dans la tête qu'il y a des moments clés. Parce que n'oubliez pas, il n'y a pas de descendant direct, il y a un seul barragiste. Un descendant et demi, on va dire. Si la RAL ne prend plus de points maintenant, ils peuvent quand même se sauver après dans le barrage. Donc, je ne pense pas qu'ils doivent se mettre la pression en disant là, on a un calendrier contre nos adversaires directs, il faut absolument gagner, sinon on va se retrouver dans les relégables. Non, mais il n'y a pas de relégables, donc direct en tout cas. Ça enlève de la pression. Ne pas se mettre de la pression, je pense continuer à travailler comme ils le font. Et Fred Taka disait aussi qu'il avait envie de profiter de cette trêve internationale et de l'après-mercato pour construire quelque chose. La RAL va pas être prête dans 3 matchs complètement, en tout cas pas à 100%. Il faudra peut-être attendre la trêve et il sera encore temps de prendre des points pour se sauver s'il y en a besoin. Donc pas de panique, je pense. C'est pour ça qu'à décharge du club, quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, tout de suite on sent c'est foutu. On juge déjà après 2-3 matchs. Donc voilà. T'as qu'un out. Faut vraiment laisser le temps. Vraiment laisser le temps au temps. Voilà pour la RAL. Donc avec un beau programme à suivre. Allez, on descend de quelques échelons. D2 ACFF. Le Binchois Nicolas Laforge, est-ce qu'il connaît la nouvelle RUS Binche? J'ai déjà regardé plusieurs résumés de leur match. Ici, je sais bien qu'ils ont perdu contre Eway, si je me souviens bien. Voilà, je pense qu'il faut tout doucement qu'ils se remettent en joue aussi. C'est une nouvelle ère aussi. C'est une nouvelle ère on repart d'une page blanche là. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que petit à petit, il faut aussi pouvoir reconstruire le club, reconstruire une équipe. J'ai vu aussi votre journaliste qui était venu dans le vestiaire de la RUS Binchoise. Je trouve que voilà, l'ambiance y était bonne. Donc c'est déjà positif de ce côté-là. Après, à eux aussi, petit à petit, à prendre les matchs un par un et évoluer de cette façon, on va dire,
vers le haut en D2 ACFF. J'ai commenté le match justement contre EY. Le coach ne s'est pas caché. C'était une prestation catastrophique, un OFD complètement au total. Mais effectivement, il y a des ingrédients dans le noyau qui font dire que la sauce prend, les jeunes, les vieux, bonne cohabitation. Donc il faut laisser un peu de temps à Michel Dufour. Mais il est intéressant ce duo à la tête de l'équipe. Hein, ouais, on peut parler vraiment d'un duo là. Et Rolsen, il est très complémentaire, je trouve. Il y a toute l'expérience de Michel Dufour qui a déjà fait des sacrés résultats au niveau régional. Il a fait monter Monceau P1 en D3. Hein, donc, tout à fait. Il y a Erolsen qui connaît bien dans la région et qui lui apporte la jeunesse, mais aussi le sérieux. Hein. C'est quelqu'un qui est préparateur physique. Hein, donc, la rigueur. La rigueur, le sérieux, un petit peu trop impulsif parfois. On le salue, Erol, hein, mais parfois il devrait être un petit peu plus calme, je pense, sur le banc de touche. Mais ouais, je pense que c'est... Après, c'est le même problème que dans d'autres clubs. Il y a eu beaucoup de changements, évidemment, avec la rétrogradation. Il faudra le temps que ça se mette en place. Et il ne faut pas oublier qu'on ne s'entraîne pas tous les jours à ce niveau-là. Donc, mettre en place une équipe, un système, voire plusieurs systèmes, ça peut être compliqué. Hein. Ouais. En tous les cas, voilà, le bilan est... Voilà, ça avait bien commencé, mais voilà, il y a un petit creux là. Comme on l'a dit, et Michel Dufour à l'interview disait que voilà, il va falloir un petit peu quand même remobiliser les troupes, même si on joue depuis 3 matchs. Et le compteur-point quand même toujours bloqué à 0. Hein. Ils avaient. Non, ils ont gagné le premier match. Non, hein. Ils ont gagné le premier match. Ah bah, autant pour moi. Non, ça, effectivement, ils ont les 3 points. Ouais. Côté de manage, les garçons. J'ai pas encore été commenté cette saison. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de nervosité dans l'air ? Voilà, au début de saison, on a clairement affiché les ambitions. On va essayer de jouer ce fameux tour final pour aller plus haut, évidemment. Mais il y a un peu de nervosité dans l'air. Hein. Plus de cartons rouges au match précédent. Soner Yurdakoul, le coach, qui se fait réexclure encore. Il se passe quoi ? Le bilan de Soner Yurdakoul sur les 3 premiers matchs, c'est 2 cartons rouges et 1 carte jaune. Donc moi j'ai envie de passer un petit coup de gueule et de dire à Soner que j'ai adoré Soner Yurdakoul, le joueur de la RAL, le capitaine de la RAL, magnifique, la classe. Mais il faudrait qu'il se calme un petit peu, quoi. C'est pas possible de montrer cet exemple-là à son équipe. Tu m'étonnes qu'il y ait après de la nervosité dans tout le groupe. C'est pas possible en 3 matchs de prendre autant de cartons. Il doit se calmer, il doit un peu moins penser aux décisions de l'arbitre et plus penser à la manière dont son équipe joue. Enfin, je suis désolé, c'est insupportable de voir parfois ces coachs s'exciter pour même si c'est ok, c'est important. Mais enfin bon, on est quand même qu'en D2 à CFF. Donc je pense vraiment que Soner doit se reconcentrer sur son équipe. Ne pas énerver son équipe comme il l'a fait notamment à la Calamine ou encore ce week-end. Et voilà, cette équipe a énormément de potentiel, je trouve. Moi, sur papier, elle est magnifique. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont eu 2 déplacements très compliqués, très loin, très longs en termes de kilomètres en début de saison. Il n'y a rien de mal fait. Pour l'instant, il y a 2 points, c'est pas génial, mais il n'y a rien de mal fait. Mais s'il te plaît, Soner, calme-toi. Au-delà de la nervosité, moi, c'est le fait d'avoir tout de suite affiché les objectifs comme ça en ayant 2 grosses rencontres d'entrée de jeu. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est seulement leur 2e saison. En D2 ACFF. Exactement. L'année passée, ça a été compliqué. Ça avait bien démarré, puis ça s'est un peu écroulé. On leur souhaite l'inverse. Là, ça démarre plutôt mal. On espère que ça va remonter. Mais après 2 saisons déjà visé le tour final, je pense qu'il y a peut-être encore une saison transitoire à faire et peut-être essayer d'aller chercher le top 8 cette année et après, l'année prochaine, confirmer. Mais c'est surtout le fait d'annoncer la couleur tout de suite. Alors qu'on commence avec des gros morceaux, forcément. Alors évidemment, si les résultats ne suivent pas, il y a la nervosité qui apparaît. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est seulement leur 2e saison en D2. Ils ont le temps. Ouais, patience, et puis ils l'ont prouvé, ils font du bon boulot de toute façon en intégrant beaucoup de jeunes d'ailleurs. Aussi, surtout. Mais le problème, c'est parfois aussi la nervosité en dehors du terrain va directement se transmettre à la jeunesse. C'est pour ça que j'étais d'accord avec Adrien. Et donc, je pense que la meilleure des choses, c'est d'essayer de toute façon, même en s'énervant, ça ne va rien changer. La seule chose qu'on risque d'apporter, c'est d'être exclu du banc. Mais alors à ce moment-là, on laisse son équipe un peu on l'abandonne un petit peu. Et en même temps, la jeunesse a parfois du mal à se dire ouais, mais lui s'est énervé. Donc on va dans un énervement aussi sur le terrain, ce qui n'est pas l'objectif. Et puis l'arbitre, il essaye de faire son possible. Ça reste un humain, il peut se tromper. Et c'est pas parce qu'on va commencer dans les séries provinciales. Dans les séries provinciales, c'est pas toujours évident de pouvoir faire son travail correctement sans avoir tous les pas tous les supporters, mais avec les spectateurs derrière ou parfois les réactions des entraîneurs. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi
pouvoir respecter que ce soit les entraîneurs, les joueurs, mais aussi l'arbitre qui fait son travail tous les week-ends avec passion. Peut-être un message à faire passer là-dessus, tu viens d'en parler, mais est-ce que tu as des rapports avec des arbitres qui arbitrent en provincial? Moi je pense surtout parfois même au foot féminin où il n'y a pas d'arbitre, ou en P3 parfois c'est difficile d'en avoir, mais quand on voit certaines fois comment ça se passe quand on va voir des matchs, ça déjà donne pas sans spécialement assistant envie. En plus. c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est compliqué. Après, Siffler un hors-jeu sans assistant. C'est impossible d'avoir raison à tous les coups, c'est impossible. Voilà. Et ici, en fait, ce qui se passe, c'est que la quantité d'arbitres présents n'est pas suffisante. Et ici, avec Jonathan Lardot, avec Stéphane Gloton, qui est maintenant responsable de l'arbitrage à CSFF, et Laurent Colmont aussi, ils essayent tout doucement de remettre en place pas mal de choses pour attirer les gens, les jeunes, vers l'arbitrage, tout en les gardant, parce qu'il ne faut pas oublier. Il y a des arrivées, il y a des départs, et parfois il y a plus de départs que d'arrivées. Ici, c'est plutôt l'inverse. Donc autant que ça se passe positivement comme ça dans les prochaines années aussi. Mais pour ça, il faut aussi que tout le monde y mette du sien, que ce soit joueur, que ce soit entraîneur. Pourquoi ? Parce que combien d'arbitres prometteurs on perd parce qu'ils ont été soit agressés, ou soit ils ont été insultés, ou il y a eu pas mal de problèmes sur les terrains. Que ce soit avec des joueurs, que ce soit avec des entraîneurs, ou que ce soit avec des supporters. L'objectif, c'est, OK, les gars, faites attention, on fait tous le même travail, on a tous la même passion, c'est-à-dire le football. Essayons de pouvoir éviter de nous engueuler et de s'exciter comme ça pour certaines situations. C'est sûr que l'arbitre, de temps en temps, il peut se tromper. Malheureusement, il essaye de faire son possible dans des sections de P2 où il est tout seul. Déjà comme ça, en Division 1, au football, pour prendre un hors-jeu pour un assistant, c'est déjà assez compliqué. Le VAR est souvent là. Donc, même avec le VAR, on peut se tromper. Voilà, même avec le VAR, on peut toujours se tromper. Mais voilà, lui, il est tout seul au milieu. Il essaye de faire son possible. Et bien souvent, parfois, ce sont des personnes qui sont entre 40 et 50 ans, qui sont là pour leur passion. Par passion, Par passion, là. Donc, autant les remercier d'être là aussi, parce que je ne pense pas qu'un match de P2 sans aucun arbitre pourrait aller jusqu'au bout. Sans arbitre, pas de match. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de match sans arbitre. Moi, j'ai suivi longtemps mon fils dans les catégories de jeunes. Les parents aussi. Oui, ils ont un exemple, ils ont un rôle à jouer. Franchement, je commence à t'espérer. Moi, je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, en fait. Hein. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire. Et alors, le racisme autour des terrains. Dès qu'un arbitre n'est pas blanc, entre guillemets, oui, mais ok. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est insupportable. Et quel exemple pour les jeunes. Mais comment on va faire pour sortir de ça? Enfin, moi, ça fait. Il n'y a pas de solution. 30 ans que c'est je l'éducation. suis dans le monde du foot. Mais c'était pareil il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Ça n'a pas progressé. Donc, comment on fait, en fait, au final? Comment on fait? Je pense que malheureusement, le football est un peu comme, on va dire, dans le temps romain, était l'arène où il y avait les gladiateurs. Les gens vont là pour décharger un petit peu le stress qu'ils ont eu toute la semaine. Et malheureusement, bien souvent, c'est soit la team adverse qui supporte tous les commentaires haineux, ou l'arbitre, bien souvent, qui est toujours le bouc émissaire en plein milieu et qui est toujours le responsable de l'équipe n'a pas marqué, ou il a raté son occasion. Voilà, donc il faut avoir du respect, et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire maintenant de plus en plus. Maintenant, il est clair qu'on peut pas changer l'éducation de tout le monde. On essaye d'inculquer au maximum ça sur les terrains. Moi, je me souviens que j'ai fait plusieurs fois des finales de Young Cup, et il y a, je pense, une finale, c'était la finale des U17. Je l'avais arrêté parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Les gens étaient tellement véhéments envers l'autre équipe, ou étaient totalement irrespectueux par rapport aux joueurs, qu'à un moment donné, on ne peut pas donner cet exemple-là à une jeunesse, à notre jeunesse. Et c'est pas l'objectif. C'est le reflet de la société aussi. J'ai vécu ce que tu racontes, Nicolas, finale de Young Cup, comme si c'était la Coupe du Monde, des parents qui finissent par se battre. Et les gamins sur le terrain, comme ça. Voilà. Donc, ils ne se rendent pas compte de leurs actes. Et à l'inverse, parce que tu me disais que je t'ai jamais dit que je jouais au football. Si, j'ai joué. Quand je jouais... Ça se voit pas. Hein. Je dirais rien. Non, mais quand je jouais à Bruxelles, en équipe de jeunes, il y avait aussi parfois des supporters qui étaient des joueurs d'autres équipes de jeunes de l'autre club, qui venaient derrière le goal de notre gardien. Et sur les dégagements, le fameux chant nanana, fils de nanana. Entre autres.
Mais quand tu as 12 ans et que tu as un gamin de 10 ans qui vient derrière ton but pour chanter ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est- Ouais, on se comprend pas. Moi, je désespère. Comme je le disais, je désespère. Ça fait 30 ans que je suis le foot, ça fait 30 ans que c'est les mêmes problèmes. Mais voilà, on doit aussi faire notre autocritique, pas être Bien hypocrite sûr. non plus. Oui, Nous-mêmes, on a déjà regardé un match. mais bien sûr. On a déjà eu des petits mots pour l'arbitre, je suis désolé. Hein, mais c'est vrai Oui, qu'on se mais- porte Le free football, parfois, on c'est se le sent sport dépassé. roi et c'est un sport qui Oui, c'est les te émotions aussi. touche aussi dans tes retranchements Et parfois. voilà, il faut essayer de tous Mais faire des efforts à ce niveau-là. Tout ne se justifie pas. Ah, je ne rejette pas la faute ni seulement aux parents ou au coach ou voilà, c'est sociétal. Voilà, finalement, et ce le problème. football, c'est pas mal d'émotions, que ce soit pour les C'est de joueurs, que ce l'émotion. soit pour les supporters, que ce soit pour les entraîneurs. Mais à un moment donné, l'émotionnel, il faut aussi le gérer d'une façon à pouvoir rester posé dans certaines circonstances. Ouais, puis parce que toujours se sinon, dire, on a un certain niveau du football aussi, donc mollo quoi. Oui, oui, voilà. C'est le plaisir aussi. Oui, mais je pense, malheureusement, enfin, en fonction de certains joueurs, certains entraîneurs, il n'y a pas ce rapport de, OK, on est en P1, P2 ou en D1, D2 amateur. Pour eux, c'est leur petit championnat, leur Jupiler Pro League. Ouais, ouais. Et je le comprends. Eux, ils ont aussi leur job sur le côté, ils font leur passion. Et bien évidemment, et c'est aussi toujours financièrement intéressant quand on peut gagner. Donc voilà, je pense que chacun joue sa petite Pro League tous les week-ends et veut gagner chaque match. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir respecter, et je pense que c'est ça le plus important dans le football actuel, c'est pouvoir comprendre le respect, le fair play, que ce soit pour son adversaire, que ce soit pour l'arbitre, que ce soit les parents, les supporters, entraîneurs, joueurs. Allez, on descend en D3 ACFF maintenant, la Louvière Centre. Eh bien, voilà, les nuages commencent à disparaître au-dessus du club. Ça fait plaisir à voir, non? Ouais, c'est pas des nuages qu'il y avait. Avec un très bon début de saison, 7/9, premier ex-aequo avec le stade Moncronois. C'est chouette, non? Ah oui, que c'est magnifique, surtout que allez, c'est un club qui a quand même traversé une période très difficile. Il n'y a plus qu'un seul joueur de la saison passée, hein, il me semble. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux visages. Oui. Il y a que des nouveaux visages. Que des nouveaux. Sébastien Conte, pour le moment, ce qu'il fait, ça lui réussit. On passe quand même d'une période où, sur nos propres réseaux sociaux, toutes les semaines, c'était des critiques, c'était le club n'existe plus, où maintenant, la seule remarque qu'il y a, c'est il manque plus que le changement de couleur. C'est chouette à voir ce changement. Les supporters sont contents de ce qui se passe sur le terrain. Ouais, retour à Et Saint-Pierre surtout, aussi. Hein. C'est ça. Les stades quand même et les supporters mythiques sont pour la de- région. Hein. sont de- T'as affiché les couleurs, là, non Ah oui, de effectivement. l'Union du Centre. Ouais, On va cacher le logo. C'est la Ça, grande- c'est- On y croirait presque. Il y a une petite différence, mais on y croirait presque. C'est la grande franchement. époque du Barça, Stoïkov, tout ça. Non, mais Ouais, c'est- c'est comme avec Saint-Pierre, Alors, quoi. voilà, pour tout vous dire, voilà, Nicolas, tu vas connaître quelque chose sur ma vie privée. J'ai d'autres maillots avec des couleurs que je supporte, l'Italie, la Juve entre autres, mais je rentre plus dedans. Donc voilà. Donc j'ai trouvé une autre solution pour pouvoir parce que t'as apprécié, hein. présenter l'émission. Entre autres. Mais j'ai jamais grandi au cas où. Alors très bien. Donc 7/9, la Louvière Centre, mais j'ai quand même l'impression qu'on prend beaucoup de buts. Après vous allez me dire, tant qu'on en marque plus que l'adversaire, bon c'est pas grave. On quoi. s'amuse bien. C'est Ah, un C'est mondial, quand en fait, même hein. au moins, il y a- 7 buts en 3 matchs. Quand Au même. moins, il y a du spectacle. Il y a du spectacle, c'est Combien chouette à de regarder. CSC Il y a pas, là. Non, mais c'est Donc voilà, c'est ben, agréable de voir On ce croise les doigts. changement. D'ailleurs, Sébastien Comte, Adri, tu me disais ce matin qu'il y avait un petit pépin physique ce week-end, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ont remporté nos confrères dans la presse écrite. Apparemment, les calculs rénaux étaient hospitalisés. C'est Luis Arania, l'ancien joueur du Sporting Charleroi qui était sur le banc ce week-end. Donc, on Avec salue succès. au coach de la Louvière Centre et bon rétablissement et à bientôt à notre micro. Alors, la RAL B, ça c'est nouveau. Donc, une équipe B en division Des 3. trois, ouais. Ouais. Ça, quel Ouais. commentaire ça vous. Moi, je pense que dans le football moderne, on a l'habitude de voir les équipes B en Challenger Pro League. En provincial, ça me dérange moins. J'ai déjà donné mon opinion là-dessus sur les équipes B qui jouent en D2. Pour moi, c'est faire de l'ombre à certaines équipes. C'est Ouais. empêcher certains clubs de jouer dans la division dans laquelle ils devraient être. Après, bon, avec cette scission aussi de la Nationale 1, qui n'est plus la Nationale 1, mais qui est en provincial, ça me dérange moins. S'ils jouent pas là, où est-ce qu'ils peuvent jouer? Ouais, effectivement. Mais moi, j'étais très très contre au moment où toutes ces formules ont été évoquées vraiment. Après, force est de constater que généralement, quand tu supportes une équipe qui est dans les petites divisions, franchement, c'est embêtant de jouer contre une équipe B. Par contre, quand toi, tu supportes une équipe qui a la chance de pouvoir mettre une équipe B, que ce soit en D1, CFF, D2, D3, même en D1B, bah, c'est super pour les jeunes. J'ai commenté l'équipe B de la RAL il y a 2 semaines face à Saint-Guilain. Bah, c'est super de voir cette opposition de style entre une équipe en plus de Saint-Guilain où il y a tous les Orbeau, les Melvin Rankin, des joueurs bien expérimentés, et les petits jeunes de la RAL qui ont entre 16 et 20 ans ou 21 ans.
encadré notamment par Floriano Vanzo aussi, qui était 2 capitaines. Franchement, c'est chouette à voir. Je pense que, à mon avis, les plus anciens sont contents aussi de pouvoir peut-être se payer des petits jeunes. Je sais pas si on peut dire ça. Les petits jeunes, par contre. Attention à ce que tu dis, Adrien. Non, mais peut-être. Je sais pas. On retiendra ça, on je sais pas. l'isolera. Se payer des petits jeunes, Adrien Boucher. C'est peut-être ce que se disent les joueurs. Je présume seulement. Non, mais par contre, pour les jeunes, c'est cool de pouvoir jouer contre des grands adultes. Je suis d'accord avec toi. Ils sont attendus aussi maintenant parce que tu arrives dans les clubs de la région avec l'étiquette de la RAL, même si c'est la RAL B, ça leur fait des gros tests tous les week-ends. Mais c'est la bonne école. C'est la bonne école aussi. RAL, la Louvercentre. Ça va être là, on verra qui est le meilleur buteur de la RAL. C'est gérer ça parfois, Nicolas. Je sais pas si c'était l'occasion de discuter ou tout d'arbitrer une équipe B. Les joueurs les plus anciens, 36-37 ans, qui jouent contre des gamins de 17 ans. Écoute, j'ai pas eu vraiment la chance d'arbitrer les équipes B en D1B. Moi, je trouve après que c'est positif pour leur formation parce que c'est une façon Ils se de confrontent pouvoir, et c'est une façon adultes, de pouvoir aussi pas rester dans l'ombre de la D1. C'est une façon de pouvoir être aussi tous les week-ends, avoir match, pouvoir se tester aussi sur terrain via des équipes même d'oppositions différentes, mais toujours intéressant. Par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est plus en D1B, c'est qu'elles ne peuvent pas descendre. Moi, je trouve que ça pose un problème. D'où ma remarque tantôt, ça empêche certaines équipes qui mériteraient de s'y trouver, de s'y trouver. Et puis, il faut bien se rendre compte, s'il y a 4 équipes actuellement en D1B, si vous êtes 5e en partant du bas, pas de bol, c'est vous qui descendez. Alors que vous avez peut-être fait quand même le championnat. Sachant que ces équipes B, en plus, leur composition varie énormément d'une semaine à l'autre. Parfois, te faire descendre 2 joueurs de la A qui ont besoin un peu de temps de jeu. Des fois, au contraire, c'est les joueurs U19 qui vont venir pousser parce que les joueurs de la B sont partis en A. Et donc, d'un match à l'autre, ces équipes-là, elles sont meilleures ou moins forcées. Donc, je trouve ça. En fait, je suis toujours assez partagé. Moi, c'est pour ça que dans le cas de figure de la RAL, ça me dérange pas. L'équipe est en D3 amateur, l'équipe première est en D1. Si on descend en provincial, il y a des équipes dont l'équipe première est en P3, l'équipe 2 est en P4. Moi, ce qui me dérange, comme je le dis, c'est surtout les équipes qui ont une équipe première en D1A et une équipe B en D1B. C'est vrai qu'on devrait trouver peut-être une solution assez rapidement. Et je pense pour l'arbitre, le plus compliqué, c'est d'essayer de gérer la fougue des jeunes qui veulent se montrer. Parce que il y en a beaucoup qui sont testés aussi dans ce genre de match et qui veulent montrer qu'ils sont bons. Mais de temps en temps, la fougue, c'est bien, mais il faut savoir la tempérer, la canaliser, parce que malheureusement, à leur âge, parfois, ils vont un peu plus avec le pied en avant, font des fautes parfois un peu plus tendues, ou parfois même avec les plus anciens, ça s'excite un petit peu plus rapidement. J'ai ces problèmes-là au bureau tous les jours, avec Romain. Et juste pour la petite info, désolé Romain, pour la toute petite info, il y a quelques années, j'ai commenté un gant B RAL en D1, en D1 pas assez fort, en D1 amateur à l'époque, et il y avait un petit gamin là sur le flanc gauche de Gand qui s'appelait Malik Fofana. Après match, je vois Frédéric Taquin, je lui dis ce gamin là incroyable. Non, il me dit dans 3 ans il joue la Coupe d'Europe. Il joue la Coupe d'Europe 1 an et demi plus tard, donc la preuve aussi que ça peut aussi révéler des talents, quoi. Mais je dis pas le contraire, mais regarde, je vais te donner un autre exemple. On a parlé des équipes qui doivent descendre et qui ne le peuvent pas. C'est pas encore arrivé, mais on fait quoi le jour où on est dans le cas de figure où c'est une équipe B qui est championne de Challenger Pro League? Mais alors ça sert à quoi? Être champion. C'est bien être champion de ces Romains. C'est comme ça t'arrive parfois, mais c'est bien, je te jure. En Liga espagnole, ça ne demande pas, quoi. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord, ça permet aux joueurs de se montrer, très bel exemple, mais j'aime pas le principe. En tout cas, future reconversion de manager, Adrien. C'est pas coiffeur, là. T'avais déjà repéré Fofana. Très bon coiffeur, je reste tout, quoi, tu vois. Allez, on en vient quelques instants aux féminines de la RAL, qui donc sont montées de division. Ça a bien démarré, avec un premier match, 3 points face à Wechel quand même, qui est quand même une référence dans le foot féminin. Et elles viennent de gagner encore ce week-end. C'est bien parti. C'est bien parti. Elles ont des bonnes joueuses. Je pense que les objectifs, ils ont été annoncés dès le départ et de façon très, très ferme, mais à la différence de ceux dont on parlait avec Manage, où eux n'ont pas l'habitude. Ici, il y a l'infrastructure, il y a tout ce qui est mis en place autour de l'équipe pour les atteindre, ces objectifs. Et oui, je pense que cette année, ça va encore faire coche, quoi. C'est une équipe qui a très peu bougé. Justement. Très peu de renforts. Mais des joueurs d'expérience. Après, sur papier, les 2 équipes qu'elles ont affrontées ne sont pas des candidats au top 5. Mais n'empêche que ça reste 6 sur 6. Quoi.
À propos de l'arbitrage et des filles, je t'ai coupé, Nicolas. Moi, c'est juste que je trouve que c'est très bien pour mettre en avant le football féminin régional. Et donc, je pense que c'est une vitrine aussi pour toutes les femmes qui jouent au football. C'est une façon de pouvoir essayer de booster aussi la quantité de clubs qui peuvent avoir des sections féminines et en même temps donner envie aussi à certaines filles, femmes, de pouvoir entrer dans le football. Et d'arbitrer peut-être aussi. Et arbitrer également, oui. Parce que, voilà... En Belgique, on n'en a pas. En Belgique, en division 1, non, mais en division 1B, oui. Donc, voilà, après, il y a toute une section qui a été mise en place au niveau du football professionnel. Au niveau régional, ça se met aussi en place. Donc, autant que ça puisse continuer et qu'on puisse peut-être attirer des talents vers l'arbitrage. Parce que franchement, à haut niveau, il y a des top arbitres femmes, vraiment. Oui. Quoi. Je pense à Stéphanie Frappard, notamment, que j'ai Oui. déjà commenté 1 ou 2 fois dans des matchs de Ligue des Champions. Et chapeau, franchement, c'est parce que voilà, il n'y a rien à faire. Il faut gérer des hommes. C'est encore plus dur. Ouais, et puis, c'est un changement aussi au niveau de la perception. Ouais. Surtout pour les équipes masculines, de pouvoir être Complètement. arbitrées par une femme. De temps en temps, c'est compliqué. Mais je trouve que voilà, elles ont aussi... elles peuvent inculquer le respect au niveau des hommes. Donc, c'est pas plus mal. Gagnant sur tous les fronts. Le temps file. On en vient au provincial rapidement, les garçons. Première provinciale, Soigny. 2 victoires, mais défaites ce week-end. Ça démarre bien, parce qu'on se disait que c'était un peu la déception de la saison passée pour les gars de Sébastien Wauters. C'est parce que tous les ans, on annonce aussi certains objectifs qui sont pas atteints. C'est un club ambitieux. Oui, ils ont l'effectif pour. Après, il y a cette tuile quand même avec la perte de Belfiore, leur J'allais capitaine. venir. Mais je pense que sur le terrain, ils sont bien renforcés aussi. C'est aussi un groupe qui a de l'expérience. Il y a certains joueurs qui ont déjà été champions dans d'autres divisions. Le point noir, ça restera la blessure de Belfiore. Ouais. Mais je pense que cette année, ils ont vraiment leurs armes pour aller chercher, peut-être pas le titre, mais le tour final et y être cette fois-ci. Je ne suis pas vraiment convaincu. Enfin, j'ai du mal. En fait, j'ai juste du mal à croire en Soigny, parce que comme tu disais, ça fait des années qu'on les annonce au top. Puis quand tu prends un 4 à domicile, je sais pas, il faudrait regarder, mais combien d'équipes finissent champions en fin de saison en ayant pris un 4 à domicile à un moment. Tu vois, c'est quand même... Et là, en plus, le coach disait que il n'y a pas eu de révolte. Enfin, je sais pas. Moi, j'attends de voir. Un OFD, je pense qu'il vaut mieux que ça arrive au tout début du championnat, dans les premiers matchs, que dans les derniers où tu as besoin des points, tu as besoin de tes victoires. Je préfère mal commencer et bien finir que l'inverse. Allez, rapidement, Oudin en P1, nouvelle ère là aussi, changement de coach. Je vais vous demander de vous exprimer là-dessus parce que le temps presse. Voilà, il faut laisser un peu de temps à Michael Arslan, c'est une nouvelle expérience, effectivement. On m'a dit hier du côté de Binche qu'il manquait vraiment un numéro 9 parce qu'il y a beaucoup de buteurs différents, mais c'est pas le numéro 9 qui marque. Donc voilà, est-ce que au mois de janvier, peut-être un garçon qui va venir renforcer les cadres, je ne sais pas. P2B, bon démarrage pour la plupart de nos clubs avec un club qui m'épate. J'ai fait l'heureux il y a un mois d'ici, premier match de la saison, 12 sur 12. Franchement, quel démarrage. Un club qui a performé en Coupe du Hainaut la saison passée, qui est arrivé en finale, qui a éliminé des divisions supérieures en Crocky Cup. Ils sont bien partis, les petits gars du Reux. Hein. Bien partis. J'ai un petit trou de mémoire sur le membre du staff de Neuville qui a rejoint l'Heureux, qui a ramené avec lui tous ces joueurs d'expérience qui permettent... En tout cas, Gilles Costa, le coach, est vraiment confiant. Et voilà. C'est une grosse équipe aussi. Hein. Ils sont là, eux, ils sont là où on les attend pour l'instant, et j'attends de voir la suite, mais ça semble bien parti. Et moi j'ai aussi eu confiance en Gilles Costa. Je pense que c'est un super coach. Il a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut, il sait comment il doit le faire, et il le fait bien. Donc Gilles Costa qui me disait quand même il y a un mois d'ici que voilà, il y a pour lui un paquet d'équipes qui peuvent prétendre au titre en P2B. Ouais, donc clairement. Plusieurs candidats, donc la lutte va être acharnée, je pense. 10 équipes de la région du Centre. C'est spécial ça. Hein non, mais c'est ce que je voyais hier dans votre émission, c'est qu'il y a pas mal d'équipes de la région du Centre. Donc 10 équipes en P2B. Voilà, donc c'est pas mal pour les derbies et pour aussi toutes ces équipes. Pour essayer d'avoir plus de supporters aussi, d'avoir une chouette ambiance dans tous ces matchs. Donc je pense que ça ne peut être que positif. On n'a plus beaucoup de temps, mais il y a 25 secondes, une dernière chose à dire, et c'est pas parce que j'ai des potes dans l'équipe, mais je suis très content du début de saison de Casto.
deuxième saison en T'as une P2. pote à Casto, toi? Connaissance un petit peu partout, moi, c'est Qu'est-ce qu'il compliqué. a dit? Ça va être plus compliqué par contre pour Écosse, une 16e, un petit point après le début de compétition. Et Brackney qui est à 0, ça va s'annoncer un petit peu compliqué. Mais enfin, il faut aussi leur laisser peut-être un petit peu de temps. Et regardez, c'est pas mal quand même, à 3 Belle gestion. secondes du terme. On peut donc arrêter le chrono. Et on va passer maintenant à la polémique qui pique. Attention. On a été long pour cette première émission, la gestion du chrono. Tout doucement, on va s'y faire. Rapidement, Nicolas, revenons sur ce derby. J'avais fait une erreur tout à l'heure. La Louvière-Charleroi, donc ancien gardien de l'Aral, les supporters qui l'ont râlé. Eric Demille s'est exprimé aussi en disant que est-ce que c'était intelligent de te désigner parce que ça te mettait quand même de la pression? Est-ce que ça met une pression? Ça ne met pas de pression supplémentaire. Après, T'arbitres un match comme un autre, quoi, un finalement. match, ça reste un match. Donc, c'est 2 équipes, 22 joueurs. Et on reste concentré, que ce soit l'Aral contre Charleroi ou que ce soit Bruges contre Anderlecht. Il y a des matchs, j'ai arbitré des matchs beaucoup plus compliqués. Comme je disais à Eric Demille, j'ai fait des Bruges-Anderlecht, des Anderlecht Standard, qui sont des matchs avec beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus aussi de stress, puisque parfois les matchs Standard Anderlecht se terminent pas souvent, ou avec des incidents. Mais voilà, il faut bien comprendre que c'est pas ça qui nous met une pression supplémentaire. Et comme je vais dire, je suis pas souvent, on va dire, les journaux. Et c'est seulement la veille du match que mon voisin m'a dit tu as vu qu'il y avait une polémique dans le journal? Je dis non, je n'ai pas vu. Donc tu n'étais même pas au courant? Je n'étais même pas au courant. Donc voilà. Donc on croit que ça touche les arbitres finalement, Voilà, que les non, journalistes. mais écrivent. après ça dépend quel genre d'arbitre aussi. Moi Bien je sûr. suis quelqu'un qui est très, qui fait pas attention à tout ce qui est dit dans la presse, sur les réseaux sociaux. Je suis pas sur les réseaux sociaux. J'évite parce que je trouve que vivons heureux, vivons cachés. Et surtout quand on est arbitre en division 1, on a souvent malheureusement des commentaires plutôt négatifs où je me souviens quand j'étais sur Facebook dans le temps, que ce soit la famille, que ce soit les amis, recevaient aussi parfois des messages plutôt négatifs. On se rend pas compte des dommages collatéraux. en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Ce que crée le football, malheureusement. Bah ouais, Voilà. ouais. Et donc, voilà, non, ça n'a pas. Et j'ai eu la chance de. Enfin, avant le début du match, j'ai été voir Rick Demille et je lui ai dit à Rick, j'ai dit alors, on est stressé. Il me dit non, je sais que ça va aller. Il me dit, je dis, tu sais, quand tu vas jouer contre Westerlo, je vais pas te demander si tu vas les laisser gagner. Hein. Donc, il faut aussi bien comprendre que on est tous dans notre fonction. Un entraîneur, c'est pareil. Hein. Il a été à Westerlo, il a peut-être joué ailleurs. Donc, il a fait plein d'autres équipes dans le championnat belge. Et c'est pas pour ça que quand il va jouer avec Charleroi contre cette équipe, il va la laisser gagner. Moi, mon objectif, c'est, voilà, je suis arbitre. J'ai fait, oui, toutes mes classes avec Dominique Cuvillier par le passé à la Louvière, à l'Aral. Puis j'ai arrêté à 16 ans parce que j'ai été blessé. J'étais un peu à l'Union du Centre 2 ans. Mais voilà, après, j'ai plutôt choisi d'aller vers l'arbitrage et garder toujours la passion, mais dans un autre niveau. Donc, comme tu me lis à propos des journaux, j'avais repris une phrase qu'on t'avait attribuée en tous les cas, en disant que les arbitres supporters, ça tient du mythe, du fantasme. Oui, c'est du mythe, du fantasme majoritairement des supporters et aussi de la presse. Parce que malheureusement, on pense que l'arbitre a sifflé un penalty parce qu'il est supporter ou parce qu'il aimait bien l'équipe. Mais non, quand on est sur le terrain, on se donne à 200%, on essaye de donner son maximum. C'est comme chaque joueur sur un terrain. Après, on reste des humains, on peut faire des erreurs, on peut interpréter de façon erronée une situation. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est aussi ça, la sauce du foot, le petit piment du football. Hein. C'est ça aussi qui fait qu'on reste des humains et que malgré le VAR, malgré toute la technologie qui est derrière, il peut toujours avoir des erreurs. Et malheureusement, l'arrivée de la VAR a peut-être été aussi un fantasme de tous les supporters en se disant oui, il n'y aura plus d'erreurs, mon équipe ne va plus jamais être flouée, mais c'est pas qu'elle est flouée, c'est que le VAR est là pour essayer d'éviter toutes les grosses erreurs sur un terrain. Et les erreurs d'interprétation, il en restera, et il en reste. Et ça, malheureusement, elles permettront toujours d'avoir des discussions au bar juste après le match. J'ai trouvé quand même que pourtant Rick Demille, c'est quelqu'un de très classe. Ouais. J'ai trouvé ça décevant, on va dire, de se victimiser comme ça avant la rencontre. C'est pas non plus un bon message lancé à ses joueurs. Ouais, pour moi, il a perdu le derby avant même le match.
C'est possible. Ça peut effectivement compter, effectivement, ce genre de propos. Nicolas, je ne vais pas te demander de répondre parce que sans le citer, je vais parler d'un de tes anciens collègues. Quand on lit les garçons dans la presse qu'un ex-arbitre dézingue Nicolas Laforge, c'était le 28 avril dernier, Saint-Tron au Cercle, match un peu polémique, tout ça. Prestation catastrophique, désastreuse de M. Laforge. C'est un ancien collègue à Nicolas qui dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de position ? Parfois, il vaut mieux regarder dans son verre avant de cracher dans celui de son copain. Enfin, non, je comprends pas le principe non plus. Ça sert à quoi de noter les Justement, arbitres, quel est en fait l'intérêt Ça sert à quoi de noter déjà, les notes de joueurs, déjà, bon, je vois pas trop l'utilité, mais alors là, noter les arbitres, Non, c'est et puis, uniquement pour vendre du papier. Quoi. L'erreur est humaine, et je vais le dire cash, moi ça me ferait chier de regarder un match où c'est plus que de la vidéo-assistance. Après, on parlerait de quoi? Si demain il n'y a plus d'arbitre, que tout se fait par caméra, on ne sert plus à rien non plus. Hein. Ouais, rien qu'hier, lors des matchs de Diable, pour le temps qu'il a fallu pour que Ouais, le non. but de Raskin soit validé, c'est insupportable. Ouais, non. Après, il ne faut pas oublier, c'est ces collègues-là qui ont, on va dire, une certaine aura au niveau des journaux néerlandophones. Bien souvent, C'était un néerlandophone, voilà, justement. bien souvent, essayent de faire des papiers qui sont Eux un peu aussi polémiques. ont fait des erreurs dans leur carrière, et pourtant... Malheureusement, ils sont aussi, c'est beaucoup des arbitres qui ne sont plus, on va dire, à la page par C'est rapport ça, à qui essaient d'exister, l'arbitrage. on va dire. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, ce sont des arbitres qui majoritairement n'ont jamais arbitré avec la VAR. Ouais. Et donc, voilà, l'arbitrage a complètement évolué. La ligne aussi d'intervention, la ligne de décision, ben, voilà, est aussi nouvelle par rapport à ce qui était avant, bien avant Jonathan et bien avant Bertrand Layec. On est passé à autre chose, à essayer de mieux comprendre le football, à essayer d'être vraiment un partenaire sur le terrain avec les joueurs, les entraîneurs, de communiquer beaucoup plus. Et je trouve ça un peu dommage parfois, ce genre de réaction, parce que ça n'apporte rien, ça ne donne pas une image positive de l'arbitrage, malheureusement, pour ces anciens arbitres qui sont plus non plus dans la corporation. Et c'est peut-être aussi une façon, on va dire, de garder un peu d'aura dans le football, alors qu'ils n'en ont plus. On va passer au temps additionnel, hein, parce que voilà, un match, ça ne dure pas non plus 120 minutes. Le voici. Allez, le temps additionnel, et j'ai profité de la présence, les garçons, je vous en avais parlé avant, de Nicolas Laforge, pour lui soumettre deux petites nouveautés dans les grands championnats. La RevCam, donc c'est cette caméra qui est intégrée à la vareuse de l'arbitre. Ça donne des images assez spectaculaires, mais il y a un intérêt à ça, Nicolas ? Ouais, ça permet principalement à l'arbitre et aussi à la corporation de pouvoir voir un petit peu, dans une situation délicate, où on se positionne, quel est l'angle de vue et comment on manage une situation. Je pense que c'est un appareil qui est très didactique pour pouvoir aider les jeunes arbitres à voir, OK, dans ce genre de circonstances, c'est comme ça qu'on manage un match, c'est comme ça qu'on peut gagner ou perdre un match. Et donc, je pense que ça a vraiment un intérêt au niveau de la formation des jeunes, au niveau de la formation des arbitres au niveau professionnel. Après, bien évidemment, c'est toujours un plus pour... c'est spectaculaire. Romain m'a montré une vidéo en Bundesliga. L'autorité de l'arbitre, incroyable, quoi. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais, Nicolas, de la personnalité de chaque joueur. Je pense que le fait de repartager, de publier ces images après, ça peut aussi permettre aux joueurs de mieux se prendre en main pendant le match et de se dire: ah ouais, donc ok, quand j'invective l'arbitre, c'est à ça que je ressemble, puisque maintenant tout le monde peut le voir. Ah oui. Mais je pense que maintenant, on est de plus en plus aussi dans tout ce qui est football. On essaye, enfin, dans spectaculaire, on essaye de rajouter et d'essayer quasiment d'être sur le terrain, que le supporter ou le spectateur qui est derrière son écran soit quasiment avec nous sur le terrain. C'est ça, ouais. Et donc, l'objectif, il est important de ce côté-là avec la caméra. Ça permet aussi de voir un petit peu ce qui est dit entre les joueurs, les arbitres, parce que je sais que c'est aussi un intérêt assez croissant des joueurs, des entraîneurs et de tous les supporters, de savoir un petit peu ce qui est dit entre l'arbitre et les joueurs. En tout cas, si vous regardez les RevCam en Allemagne en fermant les yeux, c'est assez drôle. Adrien, toi qui suis la première ligue assidûment, t'as déjà vu ça, Ouais, c'est impressionnant. Ça peut peut-être aider le VAR d'ailleurs, peut-être, je crois. Hein. Ça peut être utilisé comme ralenti, non ? Ça peut être utilisé comme ralenti, oui, mais majoritairement, il y a toutes les autres caméras qui sont utilisées, mais c'est vrai que la bodycam de l'arbitre peut toujours être utilisée pour un angle de vue
qui malheureusement ne seraient pas accessibles visibles par les autres autres caméras. Adrien, rapidos. Ouais, non, vraiment, c'est là qu'on se rend compte, on a tous joué au foot. Ah, ça se rend compte, en fait, on joue pas au foot. Hein. Vraiment, parce que quand on est sur le terrain et qu'on voit la vitesse à laquelle ça va, franchement, parce que le grand angle, c'est toujours un peu trompeur, on a l'impression que c'est plus ou moins lent, qu'on est PlayStation, tranquille. Ça fait PlayStation. C'est impressionnant. Franchement, je sais pas à quoi je jouais quand j'étais petit, mais c'était pas ça. Hein. Alors, deuxième point, je voulais aborder avec Nicolas et profiter de sa présence. Le micro de l'arbitre maintenant, donc il explique dans le stade la décision du VAR. Bien, pas bien. Ça peut calmer aussi un petit peu les supporters. Oui, ça permet de calmer tout le monde et ça permet de donner aussi une explication de pourquoi un but a été annulé, pourquoi on a sifflé penalty. Je pense que ça permet de donner une certaine clarté à tout le monde au niveau de la décision de l'arbitre. Maintenant, voilà, ça ne va pas aider le supporter s'il n'est pas content. Voilà, ça permet juste de donner une information complémentaire, mais il faut savoir que déjà chez nous, on essaye d'être de communiquer énormément, que ce soit avec les capitaines, parce qu'on essaye maintenant qu'il n'y ait plus qu'un seul. Encore une règle qui est bien en début de saison, mais qui est bien, mais qui s'étiole. Quand même essaye d'être de plus en plus mise en application et où les capitaines sont uniquement nos seuls communicants, référents au niveau des deux équipes et en dehors du terrain, notre quatrième, c'est principalement les deux entraîneurs. Et donc voilà, on essaye. Moi, j'ai toujours comme but d'essayer que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Et donc, que ce soit moi avec les capitaines ou que ce soit mon quatrième avec les T1, c'est de bien communiquer et de dire attention, oui, le but a été validé, mais attention, il y a un check, possible faute, possible offside. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter aussi tout ce qui est frustration par après. Parce que vous savez, quand vous êtes tout content, vous avez marqué, et puis une minute après, on vous dit ah non, c'est annulé parce qu'il y a peut-être une faute. Voilà, si vous n'êtes pas prévenu, c'est plus compliqué. Je soulignerais quand même la qualité de l'accent anglais de Nicolas. J'aime bien. En allemand, ça donne quoi en allemand, c'est plus compliqué. On n'imitera pas non plus, n'est-ce pas, Adrien ? Adrien, toi, c'est un plus ? Bon, oui, c'est un peu. Moi, j'aime pas la VAR de toute façon, donc ça va pas me faire changer d'avis. Je pense que c'est encore plus frustrant un but annulé après avoir célébré qu'un drapeau qui se lève vraiment ça le ballon. Ça casse un peu la joie. Mais bon, je comprends les arguments, mais d'un côté, je pense pas que ça ait éliminé les polémiques. Je pense que ça l'a juste déplacé en fait. Donc, voilà. Non, mais c'est bien que l'arbitre. De toute façon, quitte à ce qu'il y ait la VAR, autant que derrière il y a un arbitre qui explique pourquoi ils ont pris. Ça, oui. Maintenant, je n'ai pas envie de revenir sur la VAR en tant que tel. Tantôt, j'avais donné l'exemple de l'arrêt du chrono dès qu'il y avait un temps mort, comme c'est le cas en NBA. C'est aussi le cas en NBA quand il y a une faute. Il y a une contestation, l'arbitre prend la parole pour justifier aussi, ce qui se passe. Dans plusieurs sports, mais ça je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'on est beaucoup plus calme quand on regarde un match à la télé que quand on le regarde au stade. Mais il y a plus de gens qui le regardent généralement en télé qu'au stade. C'est aussi le fait de faire passer un message plus clairement. Ça va aussi permettre aux journalistes qui commentent le match de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'arbitre, sa perception des choses, et puis avec l'effet de masse, finalement, de peut-être éteindre un feu avant qu'il se propage sur des décisions qui sont parfois litigieuses ou compliquées. Après, au niveau international, c'est toujours plus facile. Ce sera toujours l'anglais. Mais ici, chez nous, comment on fait ? En français, en néerlandais, faire les trois langues. En italien, parfois aussi. En allemand. Si tu as donc voilà. Tu vas le dire en italien. Ah oui, c'est ça. Voilà, en tous les cas, merci pour ces bonnes paroles. Nicolas, grand merci d'être venu avec pour plaisir. Inaugurer cette première. Tu seras en quelque sorte notre parrain. Et donc la porte est ouverte, tu reviens quand tu veux. À chaque trêve internationale, tu peux revenir. Un vrai plaisir de discuter avec toi. Adrien, grand merci. Romain, merci Silvio. À tout à l'heure au bureau. Et quant à nous, donc, vous pouvez retrouver de l'émission, le podcast à revoir ou à écouter sur notre chaîne YouTube, onglet podcast donc, et sur notre site internet, bien entendu. On revient dans 15 jours, les pieds carrés, donc le 22 septembre prochain. Ciao, à bientôt.